comprends qu'on puisse être comme ça. Mais il faut t'en sortir. Et nous, en tant qu'amis, on est là pour t'aider. Ne pousse pas mon cas à l'extrême, je ne suis pas triste. Mais il faut pousser les choses à l'extrême pour crever l'abcès, parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Tu ne me connais pas. Mais je te connais pas, mais je te vois. Mais tu me vois quoi? Tu me vois là? Tu me vois 5 minutes de temps en temps? Tu me connais pas? De quoi tu me parles? Tu juges sur des choses. On a déjà parlé ensemble, tu ne bouges pas. On a parlé très peu, c'est toi qui parles toujours d'ailleurs. Ah bah oui, c'est celui qui a exprimé quelque chose qui l'exprime, je suis désolée. Moi j'ai un tas de choses à exprimer. Alors moi j'ai un tas de choses à exprimer que je n'exprime pas. Je veux dire, ça veut pas dire. Exprime! Nous voulons que tu t'exprimes. Oui, nous sommes toutes écoute. Ah, je veux dire, non mais excuse-moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Je suis pas méchante, je veux ton bien, mais quelquefois on passe par effectivement des stades de méchanceté. Parce que quelquefois, bon, il faut brusquer les gens. Tu ne me connais pas, répète-t-elle à son amie qui lui explique vouloir l'aider en la brusquant un peu. Et quand celle-ci lui répond la connaître suffisamment parce qu'elle la voit, et pour avoir déjà parlé avec elle plusieurs fois, Delphine lui reproche de toujours monopoliser la parole, ce qui lui attire à son tour le reproche de ne pas assez s'exprimer quand elle a quelque chose à dire. À ce moment-là, Delphine, à ce moment-là du film, au début, Delphine semble refuser l'idée que l'on puisse connaître une personne en la regardant, et elle semble donc adhérer au mythe de l'intériorité. À Cherbourg, entourée de gens bienveillants, mais inconnus, elle va tâcher de suivre le conseil donné en s'exprimant. Cependant, elle refusera de participer aux différentes activités qui lui seront proposées pour lui faire plaisir et refusera ainsi, en un sens, de jouer entièrement le jeu de la vie sociale. Alors qu'elle menait, comme on lui en a fait le reproche à Cherbourg, la vie végétative d'une plante, d'un légume, parce qu'il y a toute une discussion autour de son végétarisme, elle va s'animer et poursuivre des activités de plage, se baigner, courir, etc., à Biarritz, jusqu'à se laisser initier un temps au jeu de la drague par Lena, une jeune Suédoise dont la maîtrise dans ce domaine vient de sa conviction que tout n'est qu'illusion et mensonge dans les rapports humains. Comment tu sais, quand tu vois, je sais pas, tu sens quand tu vois quelqu'un passer pour ça, un mec, un bon mec, comment tu sens que ça c'est bien pour toi? Comment tu sens le type quand il t'approche, quand il commence à te parler? Comment tu sens que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Comment tu sais? Peut-être il te plaît. Si tu ne regardes pas quand même. Ah ouais, bah oui. Je regarde, tu crois moi, je regarde beaucoup, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les gens. Mais pour le reste, tout est flou pour moi. Bon, tout est flou. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui est très opérationnel dans la vie, je suis pas fonctionnelle, je regarde les gens, mais je fais jamais une chose déterminée pour trouver quelqu'un ou pour trouver quelque chose. Ouais, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais tu attends que les gens viennent chez toi ou quoi? Non. Oui. Non, je te dis, c'est très flou, je sais pas. Que le type ne vient pas tout seul. Il faut faire quelque chose. Pour moi, c'est vague tout ça, c'est une conversation. Je veux dire, il faut faire quelque chose. De toute façon, on me l'a déjà dit, mes copines à Paris, elles m'ont déjà dit, il faut faire quelque chose, il faut chercher, il faut... Ah, blabla. Tu as cherché? Mais je ne crois pas finalement qu'il faut chercher non plus, tu sais. Il faut sentir, tu sens, si tu parles avec des gens, tu le sens comment ils sont. Oui. Autant les filles que les garçons. Oui, je le sens. Et alors, mais je suis très, très ouverte aux gens, je le sens, je suis disponible, j'écoute, je suis ouverte. Mais tu es déçue de temps en temps. Je suis pas... Oui et non. Bon, c'est jamais rien passé de spécial. Jamais... J'écoute beaucoup les gens, je les regarde exister, mais... La confiance, on ne veut pas faire tout de suite. Si. Moi, je ne trouve pas. Hein? Moi, je ne trouve pas. Toi, tu fais pas confiance aux gens? Non. Je joue avec les gens. C'est-à-dire, tu fais quoi? C'est-à-dire que pour trouver quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est bien, il faut que tu ne te montres pas ton propre cœur tout de suite, toi. Et alors, qu'est-ce que tu montres de toi? Je vis la vie, je m'amuse, tu vois. Je regarde les réactions des autres. Et après, je fais la conclusion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mal?
Parce que c'est comme le jeu des cartes, tu sais. Tu ne peux pas le montrer tout de suite qu'est-ce que tu as dans ta main. J'ai rien à la main. Oh, mais oui, sûrement, tu as quelque chose, écoute. J'ai rien à la main. Mais Delphine, c'est pas ça, c'est triste quand même, écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Écoute, oublie-toi les soucis, hein. Mais j'oublie mes soucis, j'y pensais pas. Je veux dire, on parle, montrer les choses, là, je sais pas quoi. Moi, j'ai rien. Je veux dire, si j'avais des choses à montrer, les gens les auraient vues, c'est tout. Quoi, qu'est-ce qui fait les gens? Ils te laissent tomber, non, mais écoute, non. Ne pense pas comme ça, il faut que Je suis pas pareille que toi, tu vois bien, je suis pas une fille comme toi. Pour moi, les choses, c'est pas évident. Je suis pas normale comme toi. Pour moi, si j'avais quelque chose à montrer, quelque chose à donner, les gens l'auraient vu. Si je suis larguée, c'est normal, c'est certainement c'est de ma faute. Pourtant, je fais des efforts, j'essaie d'écouter les gens, tout ça, de leur parler. Tu confies peut-être. Mais non, je suis ouverte. Je crois pas qu'on peut être plus ouverte. J'écoute, je regarde ce qui se passe et je veux dire, si les gens vont pas vers moi, c'est que c'est comme ça, c'est que je veux rien et. Écoute, Delphine, oublie ton souci, oublie tout. Et ce soir, on va s'amuser. Le refus de Delphine de renoncer à l'espoir d'un contact humain authentique va naître de la difficile reconnaissance de ce qu'elle serait bien incapable de cacher son jeu, comme le lui recommande Léna alors qu'elle boive un verre à une terrasse de Biarritz. Cela signifie qu'elle reconnaît que son problème, le problème de l'expression en général, n'est pas celui d'une impossibilité d'atteindre l'intimité d'une personne à travers son comportement, mais d'une trop grande expressivité naturelle. Elle réalise donc que son amie parisienne avait raison de prétendre la connaître suffisamment pour l'avoir déjà vue. Mais cette reconnaissance a un goût amer, car il semble qu'elle doive en conclure que ce qu'elle exprime malgré elle n'est rien qui puisse faire qu'un homme tombe amoureux d'elle. Il est frappant qu'alors qu'elle s'enfuit une nouvelle fois dans la scène qui suit, avant d'avoir laissé sa chance à un prétendant, celui-ci lui dise avoir été touché par elle. Il faut croire que grâce à ce mot, notamment, elle aura su retrouver l'espoir de renouer le contact avec elle-même et avec un autre homme lorsqu'elle retournera son sourire à celui qu'elle verra s'approcher d'elle dans la gare de Biarritz, un homme dont l'allure rappelle la description du personnage d'Olivier Sinclair dans le roman de Jules Verne. Alors que ses vacances ratées se terminent et qu'elle se décide enfin à se laisser rapprocher par un homme qui lui sourit, Delphine lui explique que sa fidélité à elle-même et à son désir la conduit à vivre seule, faute d'avoir rencontré jusqu'ici un homme capable de porter un regard suffisamment large, dit-elle, sur elle. Moi, je me méfie des garçons. Non, mais je suis faible. Et de toute façon, je rencontre plus. Je rencontre des mecs qui me courent après pour boire un pot, pour des conneries, pour coucher peut-être, tout ça. Et je les refuse tous. Mais toi, tu cours jamais après des mecs, non? Non, il n'y a que toi, je sais pas pourquoi. Je me suis projetée en avant. Non, je me suis. Mais à la fois, je ne regrette pas, mais je prends des risques. Je ne sais pas ce qui va se passer si tu vas pas m'envoyer chier. Le spectacle a lieu par tous les temps, la salle est encouverte. Ce soir. T'as jamais été amoureuse d'un homme? Non, parce que tu me racontes que tous les hommes sont amoureux. Enfin, non. Ah, j'ai jamais dit qu'ils étaient tous amoureux. Non, au contraire. Non, pas du tout. Ils sont pas amoureux de moi. Ils me courent après à jour. Et puis bon, je sais très bien que c'est pas de l'amour. Parce qu'il y a un mec, je sais très bien qu'est-ce qu'il veut prendre de toi. Et je sais quand c'est peu de choses, ou je sais le regard qu'un homme peut avoir sur moi, je sais quand c'est peu de choses, quand il a vu une chose superficielle et qui voudrait que je la lui donne. Moi, je trouve ça trop petit de moi. Si tu veux, c'est rare le regard d'un homme qui soit très large sur moi et que j'ai envie, moi aussi, d'aller vers lui et de lui donner. À ce moment-là, Delphine est prête à jouer le jeu de l'amour,
à, comme elle le lui dit, se projeter en avant, à prendre des risques sans savoir ce qui va se passer et à s'exposer en affirmant son désir et son espoir d'avoir trouvé avec lui le bonheur romantique qu'elle recherchait. Mais l'on dira qu'il ne s'agit de nouveau que d'une simulation, que du jeu d'une actrice particulièrement douée pour jouer la sincérité et donc d'autant plus trompeuse. À moins que le cas de la simulation des acteurs et à travers lui le cinéma ordinaire nous instruise aussi autrement. Le fait qu'un acteur puisse donner l'image de l'affliction, nous dit Wittgenstein dans un livre intitulé « L'intérieur et l'extérieur », montre le caractère incertain de l'évidence. Mais qu'il puisse donner l'image de l'affliction, cela montre aussi la réalité de l'évidence. Autrement dit, que nous puissions être amenés à prendre pour de l'affliction ce qui n'est qu'une simulation montre en effet que nous ne pouvons jamais être sûrs que le comportement qu'il nous est donné de voir soit bien celui d'une personne affligée. Cependant, que l'image que l'acteur nous donne soit bien celle de l'affliction et non celle d'une autre émotion, nous apprend également que l'affliction n'est pas séparée, différente de cette image, c'est-à-dire de ce qu'il nous est donné de voir. S'il faut reconnaître que nous ne pouvons jamais être sûrs de savoir ce que les autres pensent ou ressentent réellement, ce n'est donc pas parce que nous n'aurions pas accès à une intériorité cachée derrière le comportement extérieur, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur étant analogue au rapport entre l'essence réelle et l'apparence accidentelle du sentiment en question. Plutôt qu'à l'analogie de l'essence et de l'apparence, et plutôt que de vouloir nier l'existence de l'intériorité en continuant à croire en l'existence de l'extériorité, on pourra préférer comparer l'expression d'une émotion ou d'une pensée à l'interprétation musicale expressive, la justesse de l'expression étant autant fonction du pouvoir de l'interprète de restituer à l'aide de son instrument les notes de la partition que de son aptitude à s'exposer à travers son jeu. De même qu'il n'y a pas d'expression musicale satisfaisante sans un jeu correct et quelque chose de l'interprète qui s'y exprime, de même n'y a-t-il pas en effet d'expression d'émotion ou de pensée sans comportement adapté, ni quelque chose du sujet qui s'y exprime. De ce point de vue, on pourra aussi parler d'une interprétation satisfaisante d'un rôle, en entendant par là l'idée que l'acteur ne se contente pas de réciter son texte, de jouer sa partition, mais sait aussi y mettre quelque chose de lui-même, au sens où il aura su se prêter au jeu, comme l'expression d'une émotion ou d'une idée au quotidien réclame que l'on accepte de se prêter au jeu de la vie que nous menons dans le langage. Pour le dire encore autrement, il y a dans toute expression une passivité du sujet qui est, de ce point de vue, autant le patient de son expression qu'il en est l'agent. Une passivité qui appelle moins un effort de connaissance visant à la supprimer qu'une reconnaissance en vue de l'accepter. C'est en reconnaissant cet abandon à mes mots, dit Stanley Cavell, comme à autant d'épitaphes, présage du départ de la mort, que je connais ma voix et reconnais mes mots, les mêmes que les vôtres, comme miens. En enregistrant pour l'éternité les mots et les gestes de ceux qu'il filme, le cinéma nous offre une image de l'expression comme expérience par laquelle je ne m'exprime vraiment qu'en me laissant exprimer, par laquelle je ne veux dire quelque chose qu'en me laissant dire par mes mots et ce que je fais avec eux. S'il y a donc une vérité du scepticisme, qui est que nous ne pouvons jamais être sûrs d'avoir une connaissance intime des autres, on fait erreur quand on croit que cette incertitude n'existerait que dans le cas des autres, et parce que nous n'aurions pas accès à leur intériorité. En effet, en ce sens, nous n'avons pas accès non plus à notre intériorité, car le rapport que nous avons à nos pensées et à nos émotions n'est pas un rapport de connaissance, mais plutôt de reconnaissance, qui appelle un effort d'expression, c'est-à-dire non seulement de trouver les mots pour les dire, mais aussi de se laisser dire par les mots ainsi trouvés. Mais si le rapport que nous avons aux autres ressemble, en s'en distinguant néanmoins, à celui que nous avons avec nous-mêmes, alors ce n'est pas non plus un rapport de connaissance qu'il faut chercher, mais de reconnaissance, une reconnaissance qui appelle là aussi un effort d'expression, c'est-à-dire de trouver les mots pour articuler la compréhension ou la lecture que nous faisons d'autrui, qui est en même temps un effort pour se laisser lire par ce que cette lecture peut exprimer de nous. Dans cette perspective, reconnaître mes mots et ceux d'autrui comme miens pourra passer par la description de ce que nous éprouvons quand nous trouvons un objet ou une personne qui nous parle, comme on dit, c'est-à-dire faire de cette expérience d'attraction pour un objet ou une personne l'occasion de traverser l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes en l'observant patiemment et attentivement,
en nous laissant nous attacher à lui ou à elle. Si l'on considère maintenant que cet objet doué de personnalité, ce bijou qui nous parle et dont nous parle Shyamalan, peut être un film auquel on tient, puisque c'est le cas de dire de l'auteur d'un livre ou d'un film qu'une partie de lui-même reste imprimée sur cet objet comme une empreinte, alors on est en droit de penser qu'observer patiemment et attentivement un film afin de trouver les mots pour dire l'expérience que l'on en fait peut certainement être une bonne occasion de traverser l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et des choses les plus ordinaires. C'est ce que le grand réalisateur français Arnaud Desplechin me semble avoir bien compris de la démarche de Stanley Cavell dans un passage d'un entretien pour la revue Esprit qui mérite d'être cité. Nous qui lisons Cavell depuis des années pensons toujours avec émotion au film dont il a parlé, au point de se demander sommes-nous ridicules d'être émus à la lecture de ses livres ? Le regard que Cavell porte sur les films, loin d'être un regard savant ou expert, part d'une phénoménologie, ce qui le rattache à la tradition de Husserl et de Merleau-Ponty. Il part d'une question assez ténue. Comment ces films nous affectent-ils ? Jusque dans ses livres autobiographiques, Cavell fait usage de lui-même. Ses analyses partent de la manière dont le film l'a affecté. Quel effet ce film a-t-il produit sur mon intimité ? C'est ainsi qu'il construit sa description. Par contagion ou par porosité, la lecture de ces textes invite à laisser nos intimités être interrogées par les films, en suivant un homme qui lui-même nous parle de son intimité. Par où j'espère avoir donné une idée de ce qui peut justifier le projet de rapprocher l'intimité, la philosophie et le cinéma, comme Stanley Cavell l'a toujours fait. Retenons de ce qui précède que l'intime n'est pas le nom d'une réalité qu'il serait plus facile à saisir pour le sujet que pour autrui, parce qu'il a une opacité qui ne vient pas seulement des mythes de l'inexpressivité et de l'intériorité, mais aussi de ce qu'Aristote appelle l'indulgence et la passion qui nous aveuglent sur notre propre compte. L'intime désigne plutôt un problème, une difficulté que l'on ne peut manquer de résoudre personnellement sous peine de se perdre soi-même, comme le disait Nietzsche. Si Aristote vantait les vertus spéculaires du recours à l'amitié, d'autres, comme George Bernard Shaw, ont attiré notre attention sur le pouvoir des œuvres d'art. Si la tâche de la connaissance de soi définit bien le projet de la philosophie depuis Socrate, alors j'aimerais pour finir attirer l'attention sur les pouvoirs philosophiques du cinéma. Le travail que j'ai mené dans et depuis ma thèse m'a récemment conduit à m'intéresser à l'importance que joue chez Cavell l'idée selon laquelle la philosophie qui compte pour lui est une activité de dénouement conceptuel qui suppose d'atteindre une vue synoptique que l'on pourrait aussi qualifier de panoramique de ce que Wittgenstein appelle dans la préface des recherches philosophiques des paysages mentaux sans cesse abordés à nouveau à partir de directions différentes, c'est-à-dire en fait au moyen de mouvements théoriques analogues au panneau travelling. Ces paysages mentaux, on pourrait les appeler des modes de vision, mais aussi des seigneurs de la vie ou encore des humeurs, avec Emerson, en songeant à une remarque de Wittgenstein dans le Tractatus qui évoque Cavell à plusieurs reprises, l'idée de mode et d'humeur de la réalité se transformant ensemble comme totalité, ou l'idée que les concepts de la conscience et du monde en tant que tels sont faits l'un pour l'autre, à l'image l'un de l'autre, est résumée dans la remarque que fait Wittgenstein vers la fin de son Tractatus, le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux. Nous ajouterions à cette remarque que les deux mondes peuvent cohabiter à l'intérieur d'une même poitrine. Ces seigneurs de la vie sont des catégories dominantes de l'expérience, c'est-à-dire des points de vue, des perspectives conceptuelles très générales qui déterminent fortement l'image que l'on se fait du monde. Fondées sur certains mythes, c'est-à-dire certaines images et certaines histoires dont le pouvoir sur nous ne s'explique pas seulement par leur éventuelle valeur de vérité, mais qui jouent dans nos raisonnements théoriques, voire pratiques, le rôle de prémisse immunisée contre le doute et les démentis de l'expérience, ces seigneurs pourront par exemple avoir pour nom le bonheur, l'étonnement, la sécurité, la fragilité, la caducité, l'inexpressivité, l'intériorité, etc. Mode de vision, paysages mentaux, seigneurs de la vie, humeur, vision totale de la vie, configuration mentale. Ces expressions renvoient toutes à des structures conceptuelles qui peuvent nous aider à un temps plus ou moins long à penser et à agir, comme des béquilles qui nous empêchent de perdre l'équilibre quand nous cherchons à marcher, mais qui peuvent aussi
quand nous rencontrons un problème de nature philosophique, bloquer notre pensée et notre action au point que nous ne puissions avancer ni sans eux, ni avec eux. Pour penser la nature de l'emprise de ces idées sur notre esprit, on peut s'intéresser à la façon dont l'une d'elles peut prendre le pouvoir. Puisque ce pouvoir ne s'explique pas par la valeur de vérité de l'idée en question, il faut supposer qu'il résulte non pas d'un examen rationnel et discursif, mais d'un processus inconscient dont le sujet ignore l'existence, mais qui se produit justement dans ce domaine des événements mentaux qui ne sont pas soumis à l'examen rationnel, comme dans les rêves, les fantasmes, l'imaginaire qui inclut les mythes et plus généralement les histoires que nous nous racontons ou auxquelles nous nous intéressons. On pourrait dès lors désigner le processus par lequel une idée s'insinue dans notre esprit à un niveau infrarationnel qui la protège des démentis de l'expérience et la rend ainsi très résistante aux événements à l'aide du titre d'un film assez récent, Inception, de Christopher Nolan. Il est évident que l'analogie du rêve et du film que suggère fortement cette œuvre de Christopher Nolan nous renvoie ainsi directement à l'un des rôles idéologiques, au sens étymologique et historique du terme, que le cinéma peut jouer dans nos esprits. Mais si ce rôle a été maintes fois reconnu pour être dénoncé dans l'histoire des théories du cinéma, on a plus rarement réalisé quel potentiel thérapeutique, philosophique, il pouvait représenter. En effet, que nos réactions émotionnelles à certains films se laissent difficilement expliquer peut être le signe de ce qu'ils touchent à certaines idées que nous ne nous savons pas nécessairement avoir, des idées qui, pour être enfouies profondément dans notre esprit, n'en jouent pas moins un rôle important dans notre manière de voir le monde, dans notre suggestion mentale. Tâcher de rendre compte des raisons de l'émotion prise à un film, en y trouvant peut-être le Seigneur de la vie qui règne aussi sur le rêve qui nous est cinématographiquement projeté, peut donc constituer un moyen de prendre conscience de sa nature et de son emprise, ce qui est une première étape pour nous en délivrer. De tels moments de révélation se produiront de manière plus ou moins évidente selon les films et les personnes. Si la découverte de son intimité suppose d'accepter de s'exposer, alors je jouerai le jeu en m'exposant à travers 2 extraits qui m'ont parlé. Le premier est tiré d'un film d'un réalisateur qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite aujourd'hui, je trouve, à savoir Rencontre à Elizabethtown de Cameron Crowe de 2005. Le film parle d'un jeune homme plein de promesses qui, après avoir connu un échec professionnel majeur, part pour un long périple afin de rapporter à sa mère les cendres d'un père qui vient de mourir et dont il s'était éloigné. Au cours de ce voyage, qui n'est pas seulement géographique, le jeune homme va être aidé par une jeune femme qui va lui préparer un itinéraire des lieux mémorables de l'Amérique. Look at us. You with your many almost great projects, me with my fiasco. As soon as this is over, we'll go home. Working so hard. For what? To plant the seeds of justice in our bones. We should have taken this trip years ago. To watch the children growing and see the women sewing. And the fact that There'll I'm be going to go home for myself is laughter really not when the bells of freedom ring. Slip
inspirations de ce type seront encore plus évidentes dans les films ou les séries qui mettent directement en scène ces pratiques thérapeutiques qui ont pris le relais du projet philosophique d'une médecine de l'âme, comme par exemple dans la série En analyse. Experiences that kind of say very poetic sometimes. She told me about a summer after her mother died. She was 15 and she went to live with this couple in San Diego, friends of her father. And she fell in love with this guy, much older than her. It was an escape, I think, from her father, who was really depressed and sad after the death of his wife. That can be pretty horrible, you know. A child taking care of a parent. Like you did after your mother's breakdown. Nothing worse than a kid playing parent to a father or mother. It's natural. It reverses the order of things. It's like kind of death, I suppose. Suivant une suggestion que Cavell semble avoir trouvée dans l'analyse freudienne du deuil et de la mélancolie, l'effort attendu, qui est ici lui-même de nature philosophique, est en effet analogue au travail de deuil, qui consiste à revisiter conceptuellement et émotionnellement, un à un, chacun des souvenirs et chacune des attentes qui nous lient encore à l'objet, la personne, l'abstraction, l'idée, la valeur perdue, afin de s'en détacher pour mieux s'attacher à de nouveaux objets et retrouver ainsi le désir de vivre que le deuil menaçait. De la même façon, le travail philosophique consistera à faire son deuil d'un seigneur de la vie, c'est-à-dire à prendre par un patient travail de réminiscence et d'attention affective à ce qui nous lie encore à lui, à nous détacher des mythes qui nous servent de prémices et à les remplacer par de nouveaux, ou encore à nous détacher du monde tel que nous le comprenons, nous comprenant, pour retrouver le désir d'explorer et de nous attacher à un monde nouveau où nous pourrions enfin trouver un endroit pour vivre. Mais puisque la découverte de ce monde nouveau sera moins fonction de l'exploration de nouveaux territoires que de la capacité à parcourir de nouveau des lieux mal connus parce que l'on croit trop bien les connaître, nous ne le trouverons pas ailleurs qu'à l'intérieur de la même poitrine que celle qu'habitait l'ancien, c'est-à-dire que le monde qu'il s'agit de découvrir n'est en fait pas un autre monde, mais le monde ordinaire, quotidien, que notre scepticisme nous avait fait perdre, et qu'il s'agit donc de recouvrer, c'est-à-dire de retrouver dans sa vitalité et sa beauté, pour que nous puissions y puiser une force vitale. Il n'est cependant pas nécessaire d'adhérer aux thèses qui soutiennent les pratiques psychothérapeutiques ou psychanalytiques pour reconnaître au cinéma le pouvoir de nous libérer des seigneurs de la vie qui nous font souffrir. En tenant pour acquises les critiques soulevées contre l'identification de l'expérience onirique et de l'expérience cinématographique, c'est-à-dire en renonçant en gros aux explications freudiennes ou héritées de Freud, on peut néanmoins défendre le caractère instructif de sa description du tableau clinique du deuil pour rendre compte du rôle que le cinéma peut jouer dans l'adoption d'une vue synoptique qui soit une authentique transformation conceptuelle et affective. Dans la mesure où le film est une projection du monde susceptible de provoquer en nous des expériences cousines du rêve éveillé, il offre à celui qui se détourne ainsi de la réalité pour maintenir sa croyance en un objet conceptuel qu'il se sait pourtant avoir perdu, la possibilité d'une rupture lente et progressive, en jouant le même rôle que la réalité dans le cas du deuil d'une personne aimée. Voici le tableau clinique sur chacun des souvenirs et des situations d'attente pris un à un, qui montrent que la libido est rattachée à l'objet perdu, la réalité apporte son verdict, à savoir que l'objet n'existe plus, et le moi, en quelque sorte placé devant la question de savoir s'il veut partager ce destin, se laisse déterminer par la somme des satisfactions narcissiques à rester en vie, à dénouer sa liaison à l'objet anéanti. En nous permettant de visionner un monde où l'objet conceptuel perdu n'existe pas ou plus, certains films nous placent devant la question de savoir si nous souhaitons en demeurer absents ou si ce monde n'offrirait pas des satisfactions à celui qui accepterait d'y vivre malgré l'absence de l'objet perdu. C'est très exactement la question que le personnage joué par James Stewart est amené à se poser dans le film de Frank Capra, La vie est belle, puisqu'au moment de se suicider, il lui est offert d'observer ce que le monde serait sans lui et de se rendre compte de ce qui y est réellement important.
Clarence! Help me, Clarence! Get me back! Get me back! I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please! Please! I want to live again! I want to live again! I want to live again. Please, God, let me live again. Hey, George! George! You all right? Hey, what's the matter? Now get out of here, Bert, or I'll hit you again. Get out of here. What the Sam Hill you yelling for, George? George? Bert, do you know me? Know you? You kidding? I've been looking all over town trying to find you. I saw your car piled into that tree down there, and I thought maybe you... Hey, your mouth's bleeding. Are you sure you're all right? What you... My mouth's bleeding, Bert! My mouth's bleeding! Zuzu's pedals! Zuzu... There they are! Bert! What do you know about that? Merry Christmas! Well, Merry Christmas! Merry! Merry! Yay! Yay! Hello, Bedford Falls! Merry Christmas! Merry Christmas, George! Merry Christmas, George! Merry Christmas, movie house! Merry Christmas, Emporium! Merry Christmas, you wonderful old Billy and Lone! Hey! Merry Christmas, Mr. Potter! Happy New Year to you! In jail. Go on home, they're waiting for you. Mary! 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 Well, hello, Mr. Bank Examiner. How... Mr. Bailey, there's a deficit. I know, $8,000. George, I've got a little paper. I'll bet it's a warrant for my arrest. Isn't it wonderful? I'm going to jail. Merry Christmas. Reporters. Oh, where's Mary? Mary! Oh, look at this wonderful old drafty house. Mary! 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 Have you seen my wife? Merry Christmas, Daddy! Kids! Pete! Oh. Kids! Janie! Janie! Tommy! Oh, let me look at you. Oh, I could eat you up. Where's your mother? She went looking for you. Uncle Billy. Daddy! Zuzu, my little ginger snap. How do you feel? Fine. Not a smidge of temper. Not a smidge of... Hallelujah. Hello. George! George, darling, where are you? George, darling, where are you? Oh, George, Mary, George. George. Oh, let me touch you. Let me touch you. Are you real? Oh, George. Oh, you have no idea what's happened to me. You have no idea. À l'instar de ce qui arrive à George Bailey, le cinéma nous offre l'occasion d'observer ce que serait le monde sans certains de nos concepts et nous apprend à nous en détacher en même temps qu'à en retrouver d'autres. Mais cette occasion peut être manquée si nous refusons, pour emprunter la belle expression d'Arnaud Desplechin, à propos d'une leçon que l'on peut tirer de la lecture de Cavell. Donc cette occasion peut être manquée si nous refusons de laisser nos intimités être interrogées par les films. Voilà, je vous remercie de votre attention.